Alors je vous propose qu'on démarre, parce que ce qui est important, c'est l'intervention de Didier. Alors, il faut en profiter au maximum, l'échange, etc. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, remercier le Club d'Angers de nous accueillir dans ces installations. Le président, Jean-Benoît Portier, est au Canada puisqu'il est devenu grand-père, donc voilà, donc il s'excuse de ne pas être présent. Remerciements aussi aux dirigeants, aux éducateurs ici présents, remerciements aussi à nos cadres techniques, puisque l'équipe est au complet, l'ensemble de conseillers techniques et conseillers techniques de club. Merci à Francis Costa d'être présent. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il se présentera, mais c'est le directeur technique de la Supra League du Grand Ouest. Il expliquera un peu la particularité par rapport aux autres ligues. Bien entendu, la satisfaction d'accueillir Didier Retière, le directeur technique national à Angers, car depuis plusieurs mois, nous nous sommes engagés réciproquement dans une aventure, enfin, je dirais un chantier même, un chantier collaboratif et de co-construction. Ça a démarré avec l'accueil du stage de la DTN en mai 2017, et puis après nous avons planché ensemble sur, puisque notre fédération nous a proposé d'être la zone d'expérimentation du déploiement des nouveaux emplois sportifs, les conseils techniques de club. Donc depuis mai 2017, on fait équipe et pour le développement de notre rugby et de son projet. Je me félicite avec tous les acteurs, bien entendu, du rugby ligérien, d'être ce laboratoire d'expérimentation pour la construction du rugby français. Je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui les tenants, les aboutissants, on le saura peut-être dans 7-8 ans, mais c'est une réalité. Je me félicite que ce soit notre territoire qui a un potentiel de développement qui a été choisi. Sans doute, on pourra en mesurer très rapidement les résultats de cette politique fédérale. Quelques mots sur le programme Rugby Bien Joué. Je ne sais pas si tout le monde a pris connaissance du dernier Rugby Mag, de l'édito de notre président Bernard Laporte. Il y a effectivement aussi, toutes les mesures sont expliquées, mais la réunion de ce matin permettra d'aller plus loin. Ces 14 mesures qui prônent davantage d'espace, de plaisir et de sécurité, avec une mesure, je dirais, sans doute la plus réformatrice, c'est celle du passage en force, qui suscite, je sais, chez certains d'entre vous des questionnements, mais cette mesure a effectivement, sans doute, permettra de favoriser le jeu d'évitement. Mais je pense que l'intervention de Didier viendra tout à fait illustrer ces aspects-là. D'autres sports existent, le hand, etc. Vous connaissez. Moi, je pense que personnellement, c'est une idée qu'il faut effectivement expérimenter au regard de toute la situation de ces derniers temps qu'on a pu constater. Cette image, je dirais, d'un sport, du rugby, sport avant tout, imaginé par la collision, les contacts. Et ça, c'est le rugby professionnel. Et je pense que le rugby amateur, et notamment dans nos écoles de rugby, c'est autre chose. Et ça va être à nous tous, de pouvoir véhiculer ce message. Ce plan passe par l'amélioration de la formation. Nous avons, nous, l'opportunité sur notre territoire d'avoir un temps d'avance par rapport à d'autres territoires. C'est que le déploiement de nos CTC est effectif. Et vous êtes les premiers acteurs de ces nouvelles mesures. Disons-le clairement, vous êtes le bras armé de la fédération pour faire passer le message et pour mettre en œuvre ces mesures. Votre rôle est fondamental vis-à-vis, en termes d'accompagnement vis-à-vis des dirigeants et des éducateurs des clubs, car derrière ça, c'est une forme de révolution culturelle sportive. Alors, je ne vais pas citer ce qui se passe sur les bords des terrains, mais encore combien d'éducateurs avons-nous qui prônent effectivement ce jeu de contact, parce que dans leur équipe, ils ont un gars qui fait 20 cm et 30 kg de plus que les autres, et qu'on est dans un schéma de jeu qui est, on lui donne le ballon, et puis voilà. Le rugby, pour moi, c'est pas ça.
Hein, au contraire, il faut prôner un rugby de vitesse, de passe, d'évitement. Le hand, inspirez-vous du hand. Le hand, regardez bien un match de hand, hein, je vais pratiquer le hand. L'attaque offensive, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'intervalle. Donc on fait circuler le ballon le plus rapidement possible pour aller trouver l'intervalle. Et quand on ne le trouve pas, effectivement, on se retrouve souvent en situation de passage en force. Donc on peut effectivement faire ce comparatif avec la pratique du rugby. Enfin, notre fédération, je dois dire, notre président, ont fait le choix de construire un modèle français. Alors ça va prendre quelques années. Fini de copier les autres. On l'a fait pendant trop longtemps. Quand on copie, on finit jamais premier. On est toujours deuxième ou troisième. Donc redonnons à notre sport une identité véritable, une identité à la française, du rugby à la française. Voilà ce que je voulais vous délivrer comme message. Soyons optimistes et allons de l'avant, dans le bon sens du terme. Merci à vous. Je donne la parole à Jean-Claude Perriot, secrétaire général du SPO d'Angers, pour quelques mots de présentation de ton club. Merci, ça va être très succinct. D'abord, je voulais excuser Jean-Benoît Portier, tu l'as déjà fait, qui remercie l'ensemble des participants et également la Ligue d'avoir choisi Angers pour cette présentation. Nous en sommes très honorés et fiers. Bon, quelques mots sur le SCO Rugby. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le SCO Rugby, c'est à peu près 450 licenciés. Nous sommes le deuxième club de la Ligue en termes d'effectifs et sans doute le premier pour ce qui est de l'école de rugby. Malgré une petite bêche chez les U14, mais je crois que c'est pour tout le monde la même chose. Bon, le SCO Rugby, c'est un club qui se structure depuis quelque temps et il ambitionne de gravir encore un échelon sur le plan sportif, mais ce toujours en favorisant la formation qui est notre priorité. Et cette ambition-là, nous la bâtissons sur les 2 à 3 ans à venir. Voilà. Merci Jean-Claude pour cette présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Didier. Donc, le micro est à toi. Bonjour à tous et merci d'être venus un samedi matin. Voilà, donc, pour certains, ça a dû faire quelques kilomètres. Voilà, donc simplement, l'idée c'est je crois que depuis en effet l'arrivée de Bernard Laporte, il y a vraiment une volonté d'accompagner les clubs dans leurs projets. Et je crois que ça s'est traduit et ça se traduit à travers toutes les actions qui sont mises en place pour les écoles de rugby. On a à rénover la formation française, même si ça a déjà été fait les années passées et il faut qu'on continue. On est en train de préparer nos joueurs et nos joueuses pour les 15 prochaines années. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on a gagné le titre des moins de 20 qu'il faut s'imaginer qu'on est venu parfait. Donc voilà, et puis je crois que ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'en effet le rugby est comme le sport est à l'intérieur de la société et la société elle change et l'image de notre sport qui au départ était un sport de gars qui pouvaient se taper dessus sur le terrain mais qui après se retrouvaient autour d'une bière, on disait voilà, c'est un sport un peu brutal, mais en fait les gars sont des bons gars, ils ont des valeurs et tout ça. Je crois qu'à l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec l'évolution entre autres des relations hommes-femmes, hein, où il y a des choses qui passaient peut-être il y a 20 ans qui ne passent plus maintenant. Je crois que là aussi la violence et l'image de violence, elle évolue. Et que autant nous on a été éduqués par le passé, d'avoir un petit chaos, à la limite c'était un trophée de gloire et de se dire voilà, hein, je me suis engagé et ça faisait partie du jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des choses qui sont nouvelles à prendre en compte et je crois que
l'enjeu pour nos dirigeants, pour nos éducateurs, c'est aussi d'accepter ces évolutions de société et justement d'essayer d'y répondre, parce que ce sont de nouveaux challenges. Et je crois qu'on est obligé pour ça de continuer à faire évoluer le rugby en gardant nos points forts. Nos points forts, c'est ce sport où tous les gabarits, toutes les tailles peuvent jouer ensemble. C'est un sport où évidemment le courage est mis à l'épreuve de l'adversaire, hein, et on sait qu'on a un sport où la confiance, elle ne se donne pas, elle se gagne. Et il faut rester dans cet esprit-là, mais en même temps en assumant aussi le fait que voilà, c'est cette nouvelle blessure, parce que c'est une nouvelle blessure. Même les médecins, il y a 4 ou 5 ans, ne savaient pas bien ce que c'était la commotion cérébrale. C'est une nouvelle blessure qui arrive dans des accidents de voiture, dans des accidents de vélo, dans des gamins qui se télescopent dans des cours de récréation, au ski, en équitation. Et c'est vrai qu'il faut la prendre en charge. Alors la fédération, peut-être, dans sa volonté de protéger les joueurs, a été très active là-dedans, ce qui a fait qu'on en a beaucoup parlé. Et peut-être on a un effet de communication un peu négatif ces temps-ci, c'est le fait d'avoir pris ces décisions et d'avoir vraiment pris au sérieux la commotion cérébrale. Bien, ça fait que tout d'un coup on a associé le rugby à la commotion cérébrale, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a des études qui sont en train d'être faites, c'est difficile dans le sport amateur, mais les Anglais l'ont fait. Les statistiques, elles sont assez intéressantes. Ils ont regardé pour 1000 heures de pratique, et donc en effet le rugby pro est entre 9 et 12 commotions pour 1000 heures de pratique. Le rugby amateur est entre 1 et 2. Quand le foot est à 0,5. Donc il y a un risque un peu plus, mais qui n'est pas non plus complètement disproportionné. À titre d'indication, c'est 96 en équitation. Hein, et on n'entend pas les mamans s'offusquer que leur fille fasse du poney. Donc voilà. Je crois qu'il faut l'assumer, par contre, hein, se cacher derrière tout ça, ça serait pas raisonnable. Et donc il faut qu'on assume et qu'en effet, on arrive à faire changer un petit peu l'état d'esprit, faire évoluer un peu l'état d'esprit. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années sur la mêlée. Et c'est vraiment pour nous, ça a été le repère. Aujourd'hui, la fédération est sollicitée par l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, parce qu'on est la fédération où il y a le moins d'accidents graves. En particulier, il y a la mêlée, on doit être à 3 années à 0 blessés graves, ce qui est une vraie performance. En 99, quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, on était à plus de 10 tétraplégiques sur une année. Hein. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, si on m'avait dit à cette époque-là qu'on aurait 0 accident depuis 3 ans et que, voilà, je n'aurais jamais cru. Et je crois que quand on a proposé les changements de règles aussi sur la mêlée, quand on a supprimé l'impact, on avait là aussi des puristes qui disaient « mais vous allez tuer la mêlée, ce ne sera plus le rugby, etc. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'était en 2009. Donc 9 ans plus tard, plus personne n'en parle. Et la mêlée, elle est toujours là, et on n'a plus de blessés. Et on a des joueurs qui jouent en équipe de France, qui sont des piliers. Et on a beaucoup de jeunes piliers qui sont dans les clubs professionnels et qui sont de bons joueurs de mêlée. Donc voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus avoir peur, pas toujours être ancré dans le passé. Il faut simplement évaluer, travailler ensemble, réfléchir, voir ce que ça génère pour essayer d'être les plus performants là-dedans. Je crois que ce qui est en train aussi de sortir, et je crois que le club d'Angers est un très bel exemple, 450 licenciés, 3 salariés, c'est un grand club. Même si l'équipe première n'a peut-être pas un niveau de performance incroyable, c'est un grand club. C'est un club qui a vraiment un poids très important dans la ville. Et je crois que ce qui est en train d'être porté aujourd'hui, c'est de dire oui, il y a le rugby de compétition où l'ambition c'est de jouer le plus haut possible. Mais derrière, il y a aussi un autre rugby, un rugby qui est très important, celui de l'éducation, celui des enfants, celui de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Le sport, c'est un des derniers endroits où, en fait, il y a une vraie mixité sociale. Quand on a le maillot sur les épaules, on peut avoir n'importe quelle condition, n'importe quelle origine, on est de la même équipe. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a besoin d'expertise aussi. On a besoin de gens qui sont des
des vrais talentueux, et on en a. On en a dans nos clubs, on a des bénévoles qui sont éducateurs, qui sont des gens talentueux, qui ont la passion du rugby, et il faut qu'on les accompagne. Alors après, le challenge, c'est oui, que les professionnels ne viennent pas prendre toute la place. Il faut qu'on garde cette place pour nos bénévoles, pour les gens qui ont envie de s'investir dans le rugby, parce que c'est eux qui font aussi cette dimension sociale. Donc voilà, on a besoin de construire, et c'est dans cet esprit-là, justement, que la fédération, avec les cadres qui sont les conseillers techniques de club, qui sont là en fait pour accompagner le projet, ils ne sont pas là pour faire à la place, ils sont là pour faire avec le club, pour accompagner le club, pour accompagner les bénévoles, pour les rendre plus forts, plus sûrs d'eux, pour les rendre plus compétents. Hein, et donc c'est vraiment ce côté-là, et la volonté pour la fédération, c'est vraiment d'avoir des clubs plus forts, plus en place, qui sont capables vraiment de porter des projets durables et qui vraiment positionnent le rugby dans la ville. Et si on arrive à faire ça, évidemment que le rugby va progresser, évidemment qu'on aura plus de joueurs et de joueuses, et je pense que c'est vraiment l'objectif sur lequel on est tous en train de travailler. Alors je pense que là aussi, on souhaite nous qu'il y ait un vrai changement d'état d'esprit entre nos clubs. Les clubs, ils ne sont pas en rivalité. Ils sont d'abord partenaires de rugby. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais piquer des joueurs à côté, ok, à court terme, je vais avoir quelques meilleurs joueurs pour moi, mais si je fais crever le club d'à côté, en fait, je vais aussi me faire crever moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut justement s'assurer que le rugby puisse fonctionner partout sur le territoire et qu'on en ait le plus possible pour avoir le plus de joueurs possible. Et si on a beaucoup de joueurs, alors là, évidemment, les clubs auront le choix. Donc c'est important de créer, et c'est aussi cette mission qu'ont les CTC avec la Ligue et les départements, c'est de créer en fait des écosystèmes où nos clubs, eh bien, ils doivent fonctionner à la hauteur de leur ville. Je suis dans un tout petit village avec du rugby rural, oui, peut-être que j'aurai qu'une école de rugby, que j'aurai une équipe qui va peut-être évoluer en série, mais qu'importe, l'important c'est si le message il est fort, si les gens ils prennent du plaisir, eh bien c'est un club qui a toute la raison d'être et d'être respecté. Et je crois que justement, le club qui est un peu plus huppé, qui vit dans une plus grosse ville, eh bien, il pourra l'aider aussi dans son fonctionnement, en envoyant des éducateurs, en faisant des entraînements en commun, en essayant de créer cette dynamique entre les joueurs pour que quelques anciens viennent finir dans le club plus modeste, etc. Si on arrive à faire ça, je pense réellement qu'on va renforcer le terrain, et renforcer le rugby sur le terrain. Donc voilà, c'est tout cet état d'esprit qu'on voudrait faire passer dans nos territoires, hein, et justement qu'on puisse, l'objectif pour nous, c'est de faire partager le rugby le plus possible. Donc c'est dans ce cadre-là, un peu de rénovation, qu'on a souhaité mettre en place un programme qui a été construit un peu comme un programme de com. On a besoin de faire que les gens aient envie, et ça aussi c'est une nouvelle façon. Avant la fédération, il y avait un fonctionnement très pyramidal avec des directives qui arrivaient du haut et puis qu'on déclinait pas à pas, et puis le temps qu'elles arrivent au club, souvent c'était un peu long, un peu compliqué. Donc on a souhaité nous avoir toujours évidemment ce fonctionnement assez structuré avec toute la hiérarchie et les territoires, etc. Mais en même temps avoir un message qui va directement au club. On les construit, ces produits, un petit peu comme des produits marketing, hein, et je crois que le très bel exemple, ça a été la semaine des écoles de rugby. Cette année, plus de 1100 écoles de rugby ont participé au dispositif, c'est-à-dire que vraiment les clubs ont senti, et c'était simple à mettre en place, il y avait tous les outils qui étaient préparés, et donc évidemment ça a eu un vrai succès. Donc pareil, sur le rugby bien joué, on a fait une conférence de presse avec Bernard Laporte à Amiens pour lancer en fait le dispositif, et puis derrière, le but c'est de le déployer auprès des clubs et de faire passer le message auprès de nos éducateurs qui seront évidemment les premiers porteurs de ce message-là. Donc rugby bien joué, l'idée c'est de proposer en fait une manière de présenter le rugby qui doit être attractive pour les enfants, parce que c'est ça qui est le plus important, hein, c'est nos licenciés, il faut que les enfants s'amusent, prennent plaisir à jouer au rugby, et donc voilà, c'est vraiment un peu c'est au service de cet état d'esprit, de cet environnement positif qu'on veut avoir autour des terrains.
Donc elle s'oriente autour de 4 axes, hein, bien joué, bien pratiqué, bien préparé, bien suivi, et puis je me souviens plus de la 4e, mais c'est pas très grave. Et donc il y a 14 mesures qui sont déclinées, qui chacune à leur niveau vont avoir vraiment un accès, l'idée d'améliorer, de faire progresser en fait l'environnement, les contenus, etc. Pour moi, il y a vraiment 4 mesures qui sont très fortes. La première, c'est le fait de dire que l'éducateur doit être un exemple. Donc il va y avoir le chasuble qui devra être porté par les éducateurs en responsabilité des équipes sur les terrains. Voilà, on ne peut pas accepter qu'un éducateur invective l'arbitre, parle mal aux adversaires, se comporte pas bien au bord du terrain. Et je crois que voilà, on dit souvent qu'on a des valeurs, il faut les faire vivre tous les jours et en chaque circonstance. Donc voilà, et c'est aussi le fait que les départements qui vont venir aussi envoyer un référent qui aura pour mission de s'assurer que lors des tournois, autour des terrains, tout se passe pour le mieux, et rappeler que les clubs sont responsables de l'attitude de leurs supporters, en particulier des parents. Donc c'est tout ça qui va être mis en place, et je pense que ça c'est une mesure qui n'est pas une mesure gadget, hein. Ce chasuble est marqué « Je suis un exemple » sur le dos, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui se le feront rappeler de temps en temps. Deuxième mesure intéressante, et ça c'est vraiment le plan de formation qui va être mis en place de manière très claire à partir de la rentrée prochaine. On va mettre en place un livret du joueur, où dedans, en fait, à l'image de ce qui est fait au judo et en ski, il y aura des compétences à acquérir. Donc évidemment des compétences qui sont liées à la sécurité, je sais bien plaquer, je sais bien chuter au sol, je connais la règle, etc. Et puis d'autres qui seront sur des aspects techniques, sur les aspects de compréhension du jeu, sur des aspects d'attitude. Est-ce que j'ai réellement l'esprit rugby, est-ce que je connais les valeurs du rugby, est-ce que je les fais vivre en tant que joueur au bord du terrain et sur le terrain. Et donc en fait ça va permettre à chaque enfant de pouvoir lui aussi construire sa progression et se rendre compte, même s'il ne marque pas tous les essais de son équipe, qu'il a progressé et qu'il fait des choses à la fin de la saison qu'il n'était pas capable de faire au début. Et surtout, ça va permettre aux éducateurs de sortir du résultat. C'est pas parce que j'ai gagné le tournoi ou battu telle équipe que j'ai bien bossé. Hein, il va falloir qu'à la fin de la saison aussi, je regarde, est-ce que réellement chacun des enfants que j'ai eu avec moi pendant la saison a lui progressé? Parce qu'on a un peu tendance souvent à se concentrer sur les meilleurs, ou des fois à se concentrer que sur ceux qui sont en difficulté, et l'idée c'est de vraiment travailler avec l'ensemble des gamins. Les deux autres actions qui pour moi sont aussi très importantes, c'est les règles, la mise en place donc, de ces pratiques de jeu à toucher, alors ça a été un peu mal compris au début, de dire on interdisait le plaquage à l'école de rugby, c'est pas du tout le cas. C'est simplement, on a souhaité qu'il y ait à chaque fois un début de saison qui est construit sur, au départ, une pratique à toucher, qui ensuite va se transformer sur une pratique à ceinturer, qui va ensuite devenir une pratique à plaquer. Alors, pourquoi on fait ça? Simplement pour permettre aux gamins de pouvoir digérer les 2 mois de vacances. Les gamins qui sont en vacances, il y en a qui jouent au rugby dans le jardin avec les frères, avec les cousins, avec les copains, et on en a aussi plein qui n'ont pas de rugby pendant 2 mois ou 2 mois et demi. Donc ceux-là, il faut leur donner, les reprendre, et puis c'est toujours le truc de l'éducateur qui dit ça y est, les moins de 10 que j'ai cette année, ils sont plus nuls que ceux de l'année dernière. Il y a eu 2 mois de vacances, donc évidemment, ils ne sont pas au même niveau que ceux que j'ai quittés à la fin de la saison. Donc voilà, c'est simplement l'idée d'avoir un redémarrage de saison où il va y avoir donc du jeu à toucher, du jeu à ceinturer. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas le plaquage ou qu'on ne travaille pas le plaquage à l'école de rugby, mais c'est quand il y a des tournois, eh bien c'est pas cette pratique-là qu'on va faire. C'est aussi pour pouvoir faire passer petit à petit un état d'esprit un peu différent sur le jeu, c'est-à-dire qu'en effet, le rugby, c'est courir dans les espaces libres. Moi, j'ai toujours joué, j'ai dû faire 3 matchs à l'aile quand j'ai commencé au rugby à 7 ans.
À l'époque, on jouait avec beaucoup de joueurs, il y avait les mêlées, etc. Donc ça a bien changé. Et puis je suis passé très vite talonneur. Parce que j'avais pas trop le profil d'un ailier. On m'a toujours appris à jouer dans les intervalles. Si je jouais pas bien 2 contre 1, j'avais mon éducateur qui m'en parlait. Et je crois que ça, malheureusement, sous l'influence un peu du rugby qu'on voit à la télé, qu'on voit beaucoup à la télé, et ben ça, c'est un peu passé de côté. Et on a des éducateurs qui, comme le disait tout à l'heure Dominique, vont privilégier le joueur qui marque beaucoup d'essais, même s'il fait 0 passe, parce qu'il est plus costaud que tout le monde. Et on ne va pas donc mettre en avant la formation des joueurs et un peu cet état d'esprit. Donc la volonté, c'est ça, c'est de créer un nouvel état d'esprit qui est donc créé avec un peu plus de jeu, de mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contact. Là encore, hein, il y a des gens qui font des raccourcis idiots. La logique du jeu, elle est simplement, les joueurs qui sont porteurs de balle, ils vont essayer de jouer sur les points faibles de l'adversaire. Donc on est toujours dans déplacer l'adversaire et l'affronter. Et donc, tant qu'on est capable de déplacer un peu pour ensuite affronter, on est dans la logique du jeu. On n'a jamais un sport de combat, même le sumo, on pourrait imaginer qu'ils sont dans un cercle et les gars sont massifs, énormes. Dans le sumo, il y a de l'évitement. Et donc au rugby, on serait le seul sport qui nierait en fait les côtés de l'intelligence dans le combat. Et donc, il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. Donc, c'est ça l'état d'esprit qu'on a matérialisé enfin sur la dernière règle, alors qu'il y a une règle expérimentale, et ça c'est important. Donc, vous êtes un territoire qui va être support de cette expérimentation. Ça veut dire qu'on va regarder ensemble ce que ça fait. On pense que globalement, dans l'esprit, c'est quelque chose d'intéressant. Il va falloir voir après qu'est-ce que ça génère en termes de comportement dans nos écoles de rugby. Est-ce que c'est facile à enseigner? Est-ce que les gamins s'y retrouvent? Est-ce que derrière le jeu qui est produit est intéressant? Est-ce que c'est facile à entraîner, à arbitrer? Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Et donc, nous, on va tenter je vais l'expliquer. Après, on a fait un petit doc qui a été fait avec les arbitres, hein, justement, pour expliquer ce que c'est que le passage en force. Hein, c'est pas... on a le droit de se rentrer dedans, je vous rassure tous, hein, mais pas sous n'importe quelle condition. Et vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, en tout cas l'esprit est assez simple à comprendre. Peut-être qu'à certains moments, on aura des situations qui pourront être un peu débattues, hein, mais voilà, l'ambition simplement c'est et je crois que déjà ça a fait un peu de buzz, et c'était bien, c'était un peu le but recherché aussi, c'est que ça a fait s'interroger les gens. La question qu'on doit se poser, comme l'a dit Dominique, c'est quel rugby on veut? Est-ce que c'est ce rugby qu'on voit parfois à la télé où les mecs prennent le ballon sous le bras et vont se péter dedans comme ça? Ou est-ce que c'est le rugby avec des courses, avec des duels, même fait par des joueurs costauds? Je crois que quand on parle de French Flair, eh bien, on se reconnaît certainement plus là-dedans, hein, que dans ce rugby très stéréotypé qu'on a aujourd'hui dans le rugby professionnel. Alors c'est vrai, ils essayent d'en sortir. C'est difficile, hein, parce qu'il y a la pression, le résultat, il faut être qualifié en Coupe d'Europe. On a vu déjà dans le top 14 des clubs qui sont déjà sous pression. Au bout de 5 matchs, voilà, les entraîneurs qui risquent d'être licenciés au bout de quelques semaines. Donc évidemment, le contexte, il ne va pas dans le sens de jeu de mouvement, de prise de risque, etc. Et ça pose un vrai problème, parce que c'est exactement ce qui est en train d'être mis en place dans le rugby international. Quand on va jouer les All Blacks, ils sont sur un jeu avec de la prise de risque, du jeu dans les espaces, etc. Et donc c'est toute cette difficulté qu'on a. Il faut essayer donc de faire évoluer notre rugby pour qu'on soit, vous avez vu les moins de 20 ans à la Coupe du Monde, ils n'ont pas été champions du monde en faisant des mauls et en montant des chandelles. Ils ont joué au rugby, ils ont fait des passes, ils ont joué dans les intervalles, même les joueurs les plus costauds. Je crois que on sait que c'est un rugby qui réussit. Par contre, il faut l'entraîner, ça prend du temps. Et il faut que tout le monde fasse passer ce message-là. Donc l'ambition, elle est toute simple. Hein. On pense, nous, que le rugby amateur peut faire changer le rugby pro. C'est-à-dire que si tout le monde, derrière, travaille et met en place ça, on fera changer le rugby professionnel. Moi, on ne peut plus accepter que des gamins, quand on a des gamins qui sont chez les jeunes, et maintenant, ils veulent mettre des culs aux adversaires.
ils ne veulent pas leur mettre des crochets. Hein. Un 3/4 à notre époque, il prenait un cadrage débordement, il avait la honte. Maintenant, c'est s'il se fait mettre sur les fesses qu'il a la honte. Et donc, voilà, c'est tout ça qu'on voudrait faire changer petit à petit, et donc pour avoir un rugby où tous les gamins peuvent s'amuser, où vraiment il y a cette prise de plaisir qui doit être prioritaire. Alors après, on pourrait dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire des gros costauds? Mais justement, les gros costauds, ils sont en difficulté quand on joue qu'à leur passer la balle. Un gamin qui traverse le terrain et qui ne met rien d'autre en œuvre, parce qu'il est 2 fois plus costaud que les autres, quand souvent c'est des gamins qui sont en avance un peu d'un point de vue morphologique, hein, ils ont une croissance un peu plus rapide, ben, quand les autres ont la même taille qu'eux, ils sont en difficulté. Ils n'arrivent plus à marquer les essais alors qu'ils en marquaient plein avant. Et ces gamins-là, eh bien, il faut qu'ils aient beaucoup de volonté pour pouvoir passer ce cap-là, et on en a beaucoup qui arrêtent à ce moment-là. Parce qu'ils sont plus au niveau, de ce qu'attendent les éducateurs. Hein, et combien de fois vous avez eu la star des moins de 13 qui monte, ou la star des moins de 15, un gamin qui avait des poils sur les jambes à 12 ans, hein, et puis qui, tout d'un coup, quand tous les autres le rattrapent, il est plus performant. Donc cette règle-là aussi, elle a pour ambition d'obliger les joueurs dominants à rentrer aussi dans une démarche de coopération, à comprendre les situations de jeu, pour pouvoir apprendre à faire des passes, à faire jouer des partenaires, avant d'être appris. Et ça, en fait, on les prépare à pouvoir jouer sur rugby quand tous les autres sont aussi costauds qu'eux. Donc ça aussi, hein, ça demande un petit peu de patience à nos éducateurs, qui ne doivent pas se contenter de gagner les tournois, et qui doivent vraiment se poser la question de dire, est-ce que réellement je prépare tous mes joueurs à pouvoir progresser? Voilà. Donc je vais vous présenter la règle. Je ne sais pas si Francis, tu veux rajouter un petit mot. Je vous présente la règle, et puis après, parce que c'est celle-ci qui fait le plus débat, et puis qu'on a besoin de préciser. Et puis une fois qu'on aura fait ça, ben, on pourra se poser toutes les questions possibles. Dernier truc, le rugby bien joué, le projet ne s'intéresse pas qu'aux écoles de rugby, il s'intéresse à tout le rugby amateur. Et donc, évidemment, chaque année, on aura de nouvelles choses qui vont être intégrées dans le programme rugby bien joué, qui concernera le rugby des seniors dans les petits clubs. Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait fait ces échauffements avec les ballons et les élastiques pour les clubs de série. Voilà, c'est des exemples de programmes, hein, qu'on va mettre en place pour essayer d'accompagner en fait chacun de nos clubs, quel que soit son niveau de pratique, pour leur donner un peu des outils pour pouvoir mieux travailler. Juste une toute petite précision, parce que ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est qu'on travaille pas mal avec le scolaire en ce moment sur un certain nombre de projets, et donc l'esprit de bien jouer est repris par l'UNSS en particulier, et la règle du passage en force va être appliquée dans toutes les compétitions scolaires à partir de maintenant, et même chez les cadets et les juniors. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une forme de logique entre ce que nous on propose au niveau fédéral et ce que le scolaire va proposer. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'il n'y aura pas le décalage comme on pouvait le trouver parfois, et on s'en félicite parce qu'on travaille sur le même pas de temps. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc je vais juste si on peut peut-être baisser un peu la lumière pour qu'on voit mieux, si c'est possible. Et puis je vous passe la vidéo. Le slide. Tout le monde voit bien? Allez, c'est parti. Hop. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de préciser les modalités d'arbitrage, comme ça permettra de mieux comprendre en fait le dispositif. Donc juste, quand vous allez avoir un encadré rouge, ça veut dire qu'il y a faute, hein, et qu'il y a une sanction. Et s'il y a un encadré vert, donc c'est que tout est OK. Alors sauf la première, parce que c'est en rouge, mais là c'est juste la définition. Donc la définition, c'est un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté. Et chaque mot a vraiment son importance. Hein, si on enlève arrêté,
Mais évidemment que le porteur de balle a le droit de percuter un joueur qui est en mouvement. Mais s'il est arrêté en face de lui, on n'a pas le droit de venir le percuter. Et donc vous avez la petite vidéo, qui est la petite démonstration. Voilà. Donc, on peut la repasser. Le joueur, il ne bouge pas du tout sur ses appuis. Et on a donc un joueur qui va venir le percuter. Alors là, encore une fois, il n'y a aucune référence au gabarit du joueur. Ça veut dire que même un petit joueur peut faire un passage en force. Et qu'il n'y a pas de référence à la vitesse et à l'intensité. Donc on voit bien, hein, c'est marqué ici. Voilà, le porteur de balle, il percute le défenseur, hein, et donc il y a vraiment les appuis qui ne bougent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le jeune arbitre, parce que souvent ça va être arbitré par des jeunes arbitres, s'il ne siffle pas, hein, ben là, simplement, c'est l'adulte référent qui suit, hein, qui va prendre la décision et mettre le coup franc sur le passage en force. Pourquoi? Parce que ça fait partie des règles de sécurité, en particulier sur les moins de 14. Voilà. Ensuite, oui, il y a passage en force sur un pick and go. Toujours la même définition. Le porteur de balle, il ramasse le ballon. Le joueur qui est en face de lui, il n'a pas bougé. Donc, il y a passage en force. Ok? Encore. Là, même situation sur un pick and go. Et là, vous avez c'est vert, donc c'est autorisé. Voilà. Le joueur qui défend, alors ça aurait pu être un peu plus flagrant sur la vidéo, mais ça montre en tout cas bien l'esprit. Vous regardez juste les pieds du défenseur, il fait 2 pas chassés pour venir le plaquer, donc il est considéré comme étant en mouvement. Alors il y a des moments, hein, ça va être plus ou moins aussi lié. Voilà, il y aura évidemment l'interprétation qui. Même chose sur passage en force sur la mêlée. Alors là, c'est une petite erreur de la vidéo que je n'ai pas corrigée. Il y a passage en force. Parce qu'une fois encore, hein, le joueur qui ramasse le ballon, alors même s'il n'y a pas souvent de numéro 8 dans les catégories, mais un joueur qui a ramassé le ballon et qui est parti avec, il va percuter un joueur qui est arrêté en face de lui, passage en force. Alors, sur un 2 contre 2, là vous allez voir qu'il va pouvoir y avoir du contact, hein, mais simplement, voilà, le joueur, il a des choses à faire. Voilà, il joue un crochet, il y a plaquage, il n'y a pas de passage en force. Donc évidemment, hein, il y a des plaquages, il va y avoir des contacts, il peut y avoir éventuellement aussi à certains moments des percussions. Même chose où là, il ne va pas y avoir de passe. Il a joué le duel, il est plaqué, le ballon reste au sol, il n'y a pas de passage en force, hein, et le jeu continue dessus. Alors, si le défenseur est en mouvement, il n'y a pas de passage en force. Vous allez voir là, il y a une course en travers, le joueur il se déplace, il vient plaquer, il n'y a pas de passage en force. Et vous allez voir encore sur l'autre situation, la même chose. Là, c'est le défenseur qui s'est déplacé latéralement pour venir le plaquer, pas de passage en force. Encore une autre situation où là, c'est le défenseur, vous allez voir, qui va avancer sur lui. Voilà, même s'il y a un gros contact, il n'y a pas de passage en force parce que c'est le défenseur qui vient en fait décider de mettre le plaquage. Voilà. Donc en fait, hein, c'est vraiment cette logique-là de dire la volonté, c'est assez simple. Hein. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que
le porteur de balle ne puisse pas aller percuter un joueur qui est arrêté. Alors en termes de sécurité, ça se comprend, souvent le gamin qui est arrêté, il n'est peut-être pas prêt à plaquer, il est pas forcément, il ne s'est pas organisé pour ça, et donc on demande simplement que les joueurs, soit ils évitent le joueur, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent jouer sur l'intervalle, soit qu'ils le déplacent et pour qu'avant qu'il y ait contact. Donc la règle, elle est simple, hein, là aussi, hein, elle est simple à arbitrer. Il y a simplement alors à s'assurer que le joueur soit pas en mouvement avant qu'on siffle le passage en force. Donc voilà. Alors évidemment, peut-être qu'il y a des petits malins qui font des blocs comme on a au basket ou comme on a au handball, mais à partir du moment où il s'est déplacé avant le contact, on part du principe qu'il n'y a pas de passage en force. Donc c'est vraiment cette idée-là qui nous intéresse. Alors voilà, si on prend le truc et on regarde les matchs dans le rugby des gamins, il n'y en a pas aussi souvent que ça, des passages en force, mais on pense que cette règle-là, elle va permettre en tout cas de changer d'état d'esprit. Quand à l'endroit donc où il y a, et ça c'est pour les moins de 14, à l'endroit où la faute est sifflée, c'est coup franc pour l'équipe qui n'était pas en possession de la balle, avec interdiction de reprendre mêlée. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer coup franc à la main et on le fait comme en balle, c'est-à-dire ballon posé au sol le plus vite possible. Si jamais le ballon n'est pas posé au sol, c'est 5 mètres de plus pour l'équipe qui n'a pas posé la balle. Donc l'objectif, c'est aussi de créer du mouvement, hein, de recréer des sortes de turnover sur ces fautes-là, pour qu'on puisse à nouveau recréer un peu de dynamique. Voilà, je suis après prêt à répondre à toutes vos questions, et puis on ira le voir surtout sur le terrain, hein, pour voir ce que ça donne et comment on peut voir ça avec les joueurs et les joueuses. Merci. Bonjour. Oui, moi juste une interpellation. Moi, sur le fond de l'aboutissement, je suis tout à fait d'accord avec le principe. Par contre, ce que je trouve regrettable sur la situation qu'on est trouvée avec une invention de nouvelles règles pour appliquer ce que pour moi, tout bon éducateur doit déjà le faire. Alors moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on n'a pas abordé par l'éducation de nos éducateurs, parce que je trouve qu'il y a tout un ethos dans le formation d'un joueur qui va de ce passage en force, qui va pour moi, qu'on attribue des postes trop tôt à nos petits joueurs aussi. Alors, est-ce qu'on va inventer une règle à chaque fois pour que le gars ne peut pas jouer le même poste 2 matchs de suite? Voilà, on ne va pas arrêter d'inventer des règles, que pour moi, il fallait juste éduquer nos éducateurs, pour qu'ils va dans le bon sens. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Sauf que renforcer l'éducation de nos éducateurs, c'est plus long. Et donc, on est aussi sur l'idée, c'est d'avoir une attaque à la fois du haut et à la fois du bas. L'attaque du haut, c'est dire, on va en effet améliorer le niveau de nos éducateurs et faire que, comme tu le dis justement, hein, c'est évident, hein, et d'ailleurs, on a été, nous, travailler avec une école de rugby qui bossait bien, on a été obligé de réexpliquer aux joueurs ce que c'était le passage en force parce qu'ils évitaient tout le temps. Donc ça montre bien que dans les écoles de rugby qui bossent bien, ça pose pas de problème. Et donc, tu as raison, et c'est vrai que le fait de dire on ne va pas inventer des nouvelles règles à chaque fois qu'on va constater un problème. Peut-être que cette règle, dans 5-6 ans, plus personne n'en parlera et on n'aura surtout plus besoin de la mettre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on regarde le handball ou le basket, on n'a pas beaucoup de passages en force qui sont sifflés. Et donc peut-être au rugby aussi, si on est bon, il n'y en aura pas beaucoup qui seront sifflés dans les matchs. Mais simplement, cette règle, elle est là simplement pour rappeler à nos éducateurs qui sont parfois un peu les anciens joueurs, voilà, qui ont vécu certaines choses dans leur carrière et qui le transmettent pas toujours bien, et bien que ceux-là, on les amène, on les oblige un petit peu à changer. Donc voilà. Et je te rassure, on va essayer justement de ne pas faire des règles toutes les 5 minutes. Et l'objectif, c'est que ça, on soit sur quelque chose de fluide. Oui, je vais. Alors.
Oui, je l'ai éteint. Alors pour continuer le parallèle avec le handball, la règle du passage en force au handball, elle existe pour équilibrer l'opposition entre l'attaquant et le défenseur. Le défenseur en handball ne peut pas plaquer, donc l'attaquant ne peut pas passer en force. Donc moi ma question, c'est est-ce que la règle du passage en force au jeu du rugby, elle sert à garantir la sécurité de nos joueurs ou à garantir l'apprentissage, la formation des joueurs pour qu'ils prennent l'intervalle? Et du coup, je rebondis là-dessus, je me dis, moi j'en ai des jeunes comme ça qui font 20 kg de plus et qui courent tout droit. Mais je pense que l'interdit n'est pas pédagogique. Je ne vais rien lui apprendre en créant une nouvelle règle, comme dit mon collègue. Et si on poursuit par là, si on interdit nos enfants de ne pas passer en force, ok, il va arrêter de rentrer dans l'autre, mais il ne va pas apprendre. Et est-ce que bientôt, on créera aussi une nouvelle règle pour interdire mon petit, là, feu follet, là, qui court partout, qui fait tout le tour du terrain d'un côté, tout le tour de l'autre, et qui finalement va laisser, fait aucune passe. Est-ce que lui, bientôt la Fédé, va créer une règle pour lui dire toi, tu n'as pas le droit de courir partout, tu es obligé de faire 3 passes pour les marquer. Et du coup, on va continuer à désapprendre aux enfants, on ne va pas faire l'éducatif, et on va créer des règles pour avoir le rugby parfait. Ouais. Voilà. Alors, non, ça c'est tes profs de PS, non? Pas du tout, je suis éducateur de rugby. Ouais. T'as regardé le site avec le super prof agrégé qui... Pas du tout, Non. je suis salarié au club de Cholet. Alors, alors, juste un truc, au hand ils ont le droit de ceinturer les défenseurs. Le hand, c'est un sport où tu ceintures, où va dire au handballeur qu'il n'y a pas de contact. Il en a du contact au hand. En effet, et la règle n'a pas pour but de non plus, elle n'est pas magique et elle ne va pas changer non plus tout. Et l'objectif, c'est pas non plus de faire désapprendre aux joueurs. Le problème, c'est qu'un gamin dominant qui traverse, qu'est-ce qu'il apprend? Et qu'est-ce qu'on lui apprend? Souvent pas grand-chose. Souvent pas grand-chose. Pour moi, cette règle-là, elle a simplement, elle doit interpeller le joueur pour se dire, quand je suis porteur de balle et que j'ai un adversaire en face de moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Et certainement pas prendre le ballon sous le bras et lui rentrer dedans. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Nos éducateurs, quand on perd des ballons au contact, ils vont dire il faut rentrer plus fort. On s'y file pas assez, on n'y met pas assez l'agressivité, etc. En fait, l'idée, c'est de dire, à partir de là, on pose la chose de dire le porteur de balle, dans le rapport avec dans le 1 contre 1, il a plein de choses à faire. Et c'est ça qu'il va falloir aller explorer après derrière, de dire je vais jouer sur les appuis, je vais pouvoir à un moment donné casser le plaquage, etc. C'est vraiment toute cette dimension qui souvent, à mon goût, n'est pas suffisamment bien travaillée dans nos écoles de rugby. Parce que le premier truc qu'on doit apprendre à un gamin, c'est à rester debout pour faire continuer le jeu, quoi. Et souvent, malheureusement, qu'est-ce qu'on demande dans nos écoles de rugby? D'aller au sol pour faire un ruck. Et donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à réexplorer. Et comme tu l'as dit très, très justement, l'ambition, ça ne va pas remplacer ça ne va pas permettre à tous nos, à nos éducateurs incompétents d'être meilleurs. L'objectif, ça va être de les rendre plus forts et de les accompagner plus forts dans leur développement. Alors après, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est parce que ça, c'est le débat, un débat de profs de PS, de spécialistes de l'activité. Les règles aujourd'hui, elles ne donnent plus l'égalité des chances aux porteurs de balles et aux plaqueurs. Parce qu'en fait, oui, le plaqueur, il a le droit de plaquer, sauf qu'il n'a pas le droit de jouer le ballon au sol. C'est-à-dire que, alors qu'on laisse aux porteurs de balles la possibilité de passer, de libérer, avec parfois beaucoup de tolérance, ce qui fait qu'en fait, dans les situations de 1 contre 1, si je vais percuter, je vais au sol, j'ai très peu de chances de perdre la balle. Et donc, pour moi, c'est pour ça qu'il y a eu du débat dessus. Oui, par le passé, quand on avait la même chance de pouvoir rentrer en possession de la balle dans les rucks, et quand on jouait, nous, il y a 30 ans, on n'était pas sûr que le ballon il ressorte du côté du porteur de balle. Alors qu'aujourd'hui, à 99% de chance, le ballon il sort du côté du porteur de balle. Ça veut dire donc que l'égalité des chances n'est plus. Et c'est pour ça que pour moi, le passage en force, il a un peu tendance à rétablir une forme d'égalité des chances, en tout cas entre le porteur de balle et le défenseur. J'étais un peu long, je suis désolé.
Oui, donc moi je suis conseiller technique de club, donc pour le coup je suis et sur les plateaux et dans les écoles de rugby, les responsables DR qui sont là. Juste pour répondre à cette question du est-ce qu'on peut inventer une nouvelle règle pour faire des passes en plus, je crois que les nouvelles pratiques elles l'emmènent bien finalement, parce que chez les moins de 8 ans, sur le contact aménagé touché 2 secondes, on va valoriser l'enfant qui va avoir cette course parce qu'il va justement dans cet espace libre et l'évitement, mais par contre dès qu'il est touché, avec ce rapport de force qu'on nivelle par justement un contact aménagé, ça amène cette passe en plus. Et on voit finalement, nous, alors on a la chance d'être zone test, mais d'être très au contact des écoles de rugby, finalement des comportements qui évoluent complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, avant on voyait ce qu'on appelait la cabane, mais la cabane elle était tellement mouvante qu'on ne savait pas si le ballon allait sortir d'un côté ou de l'autre dès les plus jeunes âges. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à avoir des transmissions, alors que c'est lié aussi aux caractéristiques des enfants qui sont parfois très égocentrés, moins de 8 ans, moins de 10 ans, du mal à transmettre. Et là, on crée du lien avec les partenaires. Donc, pour le coup, en termes d'évaluation, nous, sur le terrain, je pense qu'on est tous assez unanimes pour dire qu'il y a une vraie évolution positive et qu'on voit des choses qu'on ne voyait absolument pas avant dans les écoles de rugby, et ce de manière très chronologique finalement. Après, pour moi, la difficulté, et ça c'est un vrai challenge qu'on aura tous ensemble, c'est qu'on est habitué en France à faire un peu le mouvement du balancier. C'est-à-dire que voilà, le rugby de mouvement, il est très intéressant, mais dedans, à l'intérieur du rugby de mouvement, c'est indissociable qui est de l'évitement des courses et des passes de balles et du contact. Je crois que c'est vraiment important de dire que même s'il y a des phases de rugby à toucher, de jeu à ceinturer, qu'on explore avec les enfants aussi les situations de contact, parce que c'est important de se construire là-dedans. Et en effet, comme tu dis, le pied rapide, lui, il est plutôt dans l'évitement, il perçoit les espaces, même des fois tout seul, et il est dans cette analyse-là. Le plus costaud, il va avoir tendance à essayer d'avancer au contact, de faire des passes avec les partenaires. Et c'est ça qui est intéressant. Le rugby, il est riche parce que tu as des grands, tu as des petits, tu as des costauds, Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner tout ensemble. Donc ça, c'est derrière, évidemment, tout le projet de formation qui doit accompagner. Oui, moi, c'est surtout un point au niveau de l'arbitrage. J'ai pu le voir la semaine dernière sur un plateau, l'interprétation entre les parents, les éducateurs et les arbitres qu'on a sur le terrain, le passage en force, il y a un peu, voilà, ça se discute très souvent. Je vois la semaine dernière, par exemple, le cas où le joueur n'a pas forcément d'espace pour se sortir d'une zone dense en défense, c'est-à-dire il vient de recevoir un ballon, il est très proche de la défense, et là de suite le seul recours qu'il a c'est essayer de prendre des intervalles qui sont minimes, et de suite il y a tous les parents, les éducateurs, passage en force, ça c'est compliqué. C'est pareil quand tu disais après sur un pick and go, à partir du moment où il y a 4 joueurs qui se mettent en face sans bouger, quelle va être la solution, et là l'interprétation de l'arbitre va être hyper importante, et je pense qu'on va avoir du souci avec tout cela. Pour moi c'est là où, si tu veux, ça va poser des cas très intéressants pour l'éducateur. Parce que quand j'ai 4 mecs en face de moi, au bord du ruck, si je fais un pick and go, je suis un milieu. Je peux jouer au pied, je peux donner la balle pour aller jouer. S'ils sont 4 là, ailleurs il y a le nombre des joueurs. Et donc c'est ça qu'il faut faire comprendre aussi, c'est de dire, voilà, c'est le but, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Et en effet, s'ils sont 4 là, il faut que j'aille jouer ailleurs. Alors que c'est vrai que le costaud, il peut faire des fautes de jeu, dans la lecture, et je prends le ballon sous le bras, si je suis costaud, je vais foncer dans les 4 et j'aurai raison à la fin, parce que le ballon il va rester chez moi. Le truc, c'est juste... Ça, en fait, c'est la solution idéale, bien sûr, ça, c'est ce qu'on demande à tout éducateur, mais c'est au départ pour lancer la machine, il est important qu'on soit vigilant sur le comportement de chacun, surtout parce qu'on part vite dans des... La semaine dernière, moi, j'ai vu des parents qui se sont presque mis à arbitrer, qui me parlaient de passage en force pour n'importe quoi. Le joueur avait un espace minime, il a été chercher, du coup, l'épaule extérieure de l'adversaire, et tout le monde gueulait à le truc. Ça va être là, au départ, pour lancer la machine. Plus largement, je pense que ça aussi, c'est... Il faut que nous, on ait une action envers les parents. Les parents qui mettent leur garçon ou leur fille à jouer au rugby, c'est qu'ils pensent que le rugby va pouvoir participer à leur éducation.
La seule condition, c'est qu'il faut aussi que les parents se comportent comme des parents de joueurs ou de joueuses de rugby. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire il y a des valeurs et tout ça, et accepter qu'on ait des gens qui fassent n'importe quoi autour. Ça veut dire que, voilà, je suis parent d'un joueur ou d'une joueuse de rugby, ben la règle, c'est que je ne crie pas après l'arbitre, je ne crie pas après mon fils ou ma fille, je ne crie pas après l'éducateur aussi. Enfin voilà, et je pense que c'est une forme de charte, et il faut rappeler aux parents aussi qui sont acteurs du développement de leur enfant, hein, et des enfants des autres. Ils font partie de l'éducation, et pour ça, ils sont partie prenante. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut, par moment aussi, les rappeler à l'ordre par rapport à leurs attitudes. Et c'est vrai que pour un éducateur, donc c'est pour ça que si on le fait tous ensemble, ça aura plus de poids. Hein, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on soit acteurs. Hein, il faut les amener aussi à pratiquer avec eux. C'est-à-dire, moi, j'ai une petite expérience, une fois, une maman qui m'a dit « Mais moi, depuis que je joue au rugby à 5, je peux parler avec mon fils de rugby. » Alors qu'avant, il ne m'écoutait même pas parce que je jouais pas. Et je pense que ça aussi, et peut-être, c'est de faire venir les parents, leur apprendre à faire des passes. Comme ça, ils peuvent faire des passes avec leurs garçons et leurs filles, leur apprendre à faire des passes. Et ils sont impliqués aussi dans le travail avec leurs enfants. Je crois que c'est ça qui est vraiment important, c'est voilà, d'essayer de leur faire prendre conscience que c'est pas parce que le gamin va mettre 3 essais ou qu'il va battre le Stade Nantais ou j'en sais rien qu'il va devenir joueur professionnel, quoi. Mais voilà, ça c'est un boulot de longue haleine. C'est vrai que ça se passe pas bien, mais c'est pas le sujet. C'est que comme l'an dernier, le toucher de rôle, tant que les choses ne sont pas bien comprises et maîtrisées, nous on a tout intérêt, l'éducateur, à bien faire les choses bien clairement. Voilà, et puis je crois que ça va dans le sens aussi de dire, les gamins ils jouent pour gagner. On joue au rugby, quand on est sur le terrain, on joue pour gagner. Mais l'éducateur, il joue pas pour gagner. L'éducateur, il joue pour faire progresser ses joueurs. C'est pour ça que derrière, on ne doit pas avoir non plus... c'est pour ça qu'on est dans ce sens-là qu'on ne veut pas qu'il y ait de finale du tournoi, qu'il y ait tout ce décorum là-dessus, parce que inconsciemment, on reproduit ce qu'on ne veut pas voir à la télé. Voilà. Bonjour. Je voulais juste voir par rapport sur la position du défenseur. Il est considéré statique quand il est sur place, donc quand les appuis ne bougent pas. À partir du moment où il a un appui qui bouge, ou qui fait de l'activité sur place, est-ce qu'il est considéré comme... Non, je pense qu'un appui qui bouge, ça compte pas. S'il fait 2 appuis, c'est qu'il est en mouvement. Donc pour revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'on prenait l'exemple du costaud qui va plutôt aller sur l'affrontement, que le petit gringalette qui va faire les extérieurs, mais simplement c'est super chronologie en fait, du duel qu'on apprend depuis des années. Exactement. À faire bouger les appuis du défenseur pour déséquilibrer, aller chercher l'épaule faible. Donc justement ce genre de nouvelles règles qui coïncident avec la chronologie du duel qu'on apprend depuis des années, va inciter les nouveaux éducateurs ou les anciens éducateurs qui sont dans une forme un peu plus fermée, on va dire, du rugby, à se réactualiser et à mettre à jour un peu tout ce qu'on demande déjà depuis bien des années. Là, ça sera fait sur place et plus directement. Donc ça change juste la façon de l'apprentissage de l'enfant. Voilà, c'est ça, tu as raison. Et c'est vrai que le travail entre un bon éducateur et un moins bon éducateur, c'est le joueur, il passe, il fait un crochet et il va marquer. Et le moins bon éducateur, c'était il passe, il percute, il va marquer. Et donc en fait, on ne faisait pas la différence parce qu'à la fin, derrière, il y avait l'essai des 2 façons. Là maintenant, celui qui n'est pas trop dans la dynamique qu'on souhaite avoir, eh bien, il y aura passage en force. Bon, merci beaucoup. On va aller sur le terrain après. Voilà, merci à tous. Et puis n'hésitez pas au bord du terrain à poser des questions. Il y a Francis, il y a tous les collègues qui sont conseillers techniques de club, voilà, qui pourront aussi vous renseigner. Voilà, et une fois encore, c'est vraiment, je le redis, c'est une expérimentation. Donc vous êtes partenaire de cette expérimentation. Vous serez sollicité
avant la fin de la saison pour que vous nous fassiez des retours sur comment vous l'avez vécu en tant qu'éducateur, comment les gamins l'ont vécu en tant que joueurs, comment les parents l'ont vécu aussi, et ceux qui ont arbitré, donc les éducateurs aussi, pour qu'on puisse après choisir, hein, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on fait évoluer la situation. Et nous, on va essayer au niveau national avec les moins de 16 et les moins de 17 du meilleur niveau. Là, on a 4 sélections qui font un tournoi pendant le mois de février-mars. On va mettre en place les règles du passage en force aussi pour voir ce que ça fait sur ce niveau de joueurs. Voilà. À tout de suite sur le terrain et puis merci de votre attention. Merci Didier. Je crois qu'au niveau du timing, c'est jusqu'à 12h30 à peu près. Il y a un casse-croûte qui est prévu après avec un pot. Normal, hein. C'est le rugby. C'est écrit dans le marbre. Voilà. Ça, c'est une règle qui ne changera pas.